Je m'appelle Fondine Martel, j'ai 29 ans. Et le jour de mon mariage, j'ai trouvé mon père debout dans un couloir, sans place, tandis que 9 membres de la famille de mon mari étaient assis à la table, qui aurait dû être la sienne. La table numéro 1, au premier rang, au centre. C'est là que mes parents auraient dû être. Au lieu de cela, quelqu'un les avait déplacés à la table 14, la dernière de la salle, coincée entre la porte de la cuisine et une poubelle. Et quand j'ai demandé à mon futur mari pourquoi, je l'ai entendu dire quelque chose à propos de mon père qui a brisé tous les mensonges que je m'étais racontés pendant 2 ans. Je me tenais dans ce couloir, dans ma robe de mariée, 200 invités attendant de l'autre côté du mur, et j'ai pris une décision que je ne pouvais pas annuler, et que je n'annulerais pas, même si je le pouvais. Ce que j'ai fait, ce qu'il a dit, et ce qui est arrivé à sa famille après, c'est l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 14 juin, le dernier matin où je me suis réveillée en tant que fiancée de Gauthier Vigneault. Millfield, Ohio. 8000 habitants. Le genre de ville où le pharmacien connaît votre groupe sanguin et le facteur se souvient du nom de votre chien. J'ai grandi sur Birch Lane, dans une maison de 2 chambres que mon père avait achetée l'année de ma naissance. Il l'a remboursée en 22 ans. Il a écrit le dernier chèque le jour de mes 16 ans, puis nous a tous emmenés chez Dairy Queen pour fêter ça. Mon père, David Martel, réparait des tuyaux pour gagner sa vie. 35 ans avec la même paire de bottes à embout d'acier. Ressemelé 4 fois, ses genoux ont commencé à le lâcher vers l'année 20. Son dos a suivi vers l'année 30. Mais je ne l'ai jamais vu manquer un seul jour quand j'étais à l'école. Il rentrait à 6 heures, se frottait les mains pour enlever la graisse avec ce savon orange qui sentait l'essence et les agrumes, et me demandait ce que j'avais appris ce jour-là. Ma mère, Lynn, travaillait à la cantine de l'école primaire de Millfield. Elle servait le déjeuner à 400 enfants par jour et connaissait chacun d'eux par son nom. Elle savait lesquels étaient intolérants au lactose, lesquels avaient des allergies aux arachides, et lesquels venaient à l'école le ventre vide, parce qu'il n'y avait pas de nourriture à la maison. Ces enfants recevaient toujours des portions supplémentaires. Toujours. Nous n'étions pas riches. Je partageais un mur de chambre avec le chauffe-eau. Mon manteau d'hiver en 7e était celui de mes cousins d'il y a 2 ans, mais la porte était toujours ouverte. Le dîner était toujours chaud, et mes parents ne m'ont jamais fait sentir qu'il me manquait quoi que ce soit. J'ai fait mes études universitaires grâce à une bourse et des prêts étudiants. Je suis devenue infirmière praticienne à la clinique communautaire sur la route 9. J'ai remboursé ma dette à 28 ans. J'ai bâti cette vie de mes propres mains. Mais les fondations, c'était David et Lynn Martel. Je pensais qu'une famille comme ça suffisait à n'importe qui. J'avais tort. J'ai rencontré Gauthier Vigneault un mardi d'octobre, 2 ans avant le mariage. Son père, Richard, est venu à la clinique pour un examen médical de routine. Gauthier le conduisait. Il était appuyé contre le comptoir de la réception quand je suis passée avec un dossier. Grand. Les cheveux noirs coiffés en arrière, le genre de mâchoire qui semble avoir été dessiné dans une salle de conseil. Il m'a souri, et pour être honnête, je lui ai rendu son sourire. Nous sommes allés dîner ce vendredi-là, puis de nouveau la semaine suivante, puis toutes les semaines après cela. Gauthier était charmant d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. Il ouvrait les portes, tirait les chaises, m'a emmenée dans un restaurant français à Columbus, où les serviettes étaient plus lourdes que mon manteau d'hiver. Les Vigneault étaient un monde à part, des promoteurs immobiliers sur 3 générations. Leur nom figurait sur un lotissement, une place commerciale et une plaque de bronze au Country Club, dont ils étaient membres depuis 25 ans. Une maison de 5 chambres sur 2 acres. Richard dirigeait l'entreprise. Gauthier gérait les acquisitions. Sa mère, Constance, présidait le gala annuel de la Fondation Hope et siégeait à 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif. La première fois que j'ai rencontré Constance, elle portait de la soie crème et des boucles d'oreilles en perles de la taille de pièces de 10 cents. Elle m'a serré la main, m'a regardé de haut en bas et a dit « Une clinique communautaire ». Comme c'est intéressant. Gauthier sortait avec la fille Harrison,
la fille du docteur Harrison de l'hôpital Saint-Luc. Elle a souri en le disant. Le genre de sourire qui n'en est pas vraiment un. Je me suis dit que c'était juste la façon dont les gens parlaient dans ces milieux. Rigide, théâtral. Cela ne signifiait rien. Gauthier m'a serré la main sous la table et a murmuré « Elle va s'adoucir ». Elle ne l'a jamais fait. Mais à ce moment-là, j'étais déjà amoureuse. Et l'amour a cette façon de vous faire justifier les choses que vous devriez fuir. Gauthier m'a demandé en mariage 14 mois plus tard, au restaurant que sa famille possédait. Un steak dans une salle privée, des bougies, un quatuor à cordes et Constance assise à 3 tables de distance. Une coïncidence, a dit Gauthier. J'ai dit oui, quand même, parce que la bague à mon doigt ne venait pas de Constance. Elle venait de l'homme qui avait conduit 40 minutes pour m'apporter de la soupe quand j'avais la grippe, qui m'envoyait des messages tous les matins, qui disait que mes parents étaient de bonnes personnes et qu'il avait hâte d'appeler David, papa. Puis la planification du mariage a commencé et la version de Gauthier que je pensais connaître a commencé à s'estomper. Constance a choisi le lieu, le club de campagne Whitfield, et non la petite église de la rue des Érables où mes parents s'étaient mariés. Elle a choisi l'organisatrice de mariage, son amie Diane. Elle a choisi le menu. Et quand ma mère a suggéré d'ajouter son poulet frit comme l'un des amuse-bouches, Constance a penché la tête et a dit « C'est gentil, Lynn, mais c'est un dîner assis, pas un repas partage. » Ma mère a ri pour masquer sa gêne. J'ai vu la façon dont ses mains se sont crispées sur ses genoux. Chaque fois que je résistais, Gauthier avait la même réponse. « Laisse maman faire, ma chérie. Après le mariage, ce sera juste nous. Notre propre maison, nos propres règles. Je n'étais pas une faible. Je veux que ce soit clair. J'ai pris une décision calculée. Perdre les petites batailles maintenant, gagner la guerre plus tard. Le lieu n'avait pas d'importance. Le menu n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le mariage, les 40 années après la fête. Telle était ma logique. Et cela avait du sens jusqu'à ce que je réalise que les petites batailles n'étaient pas si petites. C'était des répétitions. Constance testait jusqu'où elle pouvait aller. Et je continuais à céder du terrain. Je ne le savais pas alors, mais le jour du mariage n'était pas la guerre. C'était la dernière répétition. Le 14 juin, à 6 heures du matin. Je me suis réveillée dans mon ancienne chambre chez mes parents. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux que ma mère avait cousus quand j'avais 12 ans. La robe était accrochée à la porte de l'armoire, en satin ivoire, longueur T, achetée avec mes propres économies. Constance avait suggéré une robe de créateur d'une boutique à Columbus. J'ai refusé. C'était la seule chose que j'avais gardée. À 10 heures, j'étais au club de campagne Whitfield. L'endroit ressemblait à une page de magazine. Des pivoines blanches dans des vases en cristal, du linge de table ivoire, des sous-assiettes à bords dorés à chaque place, 300 bougies, un ensemble à cordes de 12 musiciens s'échauffant dans le jardin, 85 000 $ pour le lieu, la décoration et le traiteur, en grande partie pris en charge par les Whitfield. 200 invités étaient attendus, la moitié du côté des Whitfield. Associés d'affaires, membres du club de campagne, l'épouse du maire, les Henderson, les porteurs. L'autre moitié était la mienne, ma tante Grace d'Acron, 3 infirmières de la clinique, ma colocataire d'université, d'anciens voisins de Birch Lane. Des gens qui conduisaient des camions pick-up, portaient des robes de grands magasins et ne savaient pas ce qu'était une sous-assiette. J'ai remarqué le déséquilibre très tôt. Les invités des Whitfield remplissaient les premiers rangs, les tables centrales, les espaces les plus proches de la piste de danse. Mes gens étaient dispersés vers les bords. Margot, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'orientation de première année, s'est penchée vers moi pendant la répétition de la procession et a murmuré « Pourquoi les gens de tes tantes sont-ils tout au fond ?» J'ai balayé ça d'un revers de main. Probablement juste une question de chiffres. Leur côté a plus d'invités. Margot a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. La cérémonie a eu lieu à midi. J'ai descendu l'allée. Gauthier m'attendait. Il avait l'air parfait.
Il avait toujours l'air parfait. C'était une partie du problème. J'étais tellement occupée à admirer le cadre que j'en oubliais de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Après la cérémonie, tandis que les invités se dirigeaient vers le cocktail sur la terrasse, je me suis glissée dans la salle de réception pour vérifier la disposition finale. Appelez ça une habitude. Je suis infirmière. Je vérifie tout 2 fois. La salle était magnifique. 20 tables rondes drapées de blanc, des marque-places dorées dans de petits supports en laiton. La table 1, la table d'honneur, directement devant la piste de danse et la scène, était dressée pour 10 personnes. C'est là que les 2 couples de parents étaient censés s'asseoir, ainsi que la grand-mère de Gauthier et ma tante Grace. Je me suis dirigée vers la table 1 et j'ai pris le premier marque-place, Gérald Whitfield, le frère de Constance. J'ai pris le suivant, puis le suivant. Lydie Whitfield, Thomas Whitfield, Monsieur et Madame Porter, Monsieur et Madame Henderson, Patricia Whitfield-Ross, Gérald Whitfield Jr., 9 Whitfield et leurs associés. Pas de martel. Ma poitrine s'est serrée. J'ai commencé à vérifier les autres tables. Table 2, les cousins Whitfield. Table 3, les membres du club de campagne. J'ai continué. Table 10, table 12, je les ai trouvés à la table 14, la dernière table, nichée contre le mur du fond, à côté de la porte battante de la cuisine. J'entendais le bruit des casseroles qui s'entrechoquaient de l'autre côté. Les chaises n'étaient pas en acajou poli comme le reste de la pièce. C'étaient des chaises pliantes, rembourrées, le genre de secours. Un chariot de service avec des verres sales se trouvait à 60 centimètres. La lumière au-dessus de la table était plus faible que les autres, car c'était un luminaire de service, pas un lustre. David Martel, Lynn Martel. J'ai fixé ces 2 marque-places. Encre dorée sur papier crème, posée sur une table à côté d'une poubelle à pédales. J'ai trouvé l'organisatrice de mariage Diane près du bar. Qui a changé le plan de table? Elle n'a pas scié. Madame Whitfield l'a ajusté ce matin. Elle a dit que la mariée avait approuvé. Je n'ai jamais rien approuvé. Je me suis tenue seule dans cette salle de réception et j'ai fait quelque chose que j'avais appris à faire aux urgences. Triage. Table 14. Porte battante de la cuisine, casserole qui s'entrechoquent, chaise pliante, une poubelle à pédales à 60 centimètres de l'endroit où mon père mangerait le dîner de mariage de sa fille. Si je ne disais rien, voici ce qui se passerait. Mes parents s'y installeraient. Ils ne se plaindraient pas. Mon père ajustait sa cravate, celle qu'il avait achetée en 2009, la seule qu'il possédait de bonne qualité, et il souriait en disant « C'est bon, ma chérie ». Ma mère pliait sa serviette sur ses genoux et faisait semblant de ne pas entendre le bruit des lave-vaisselle à 1,80 m derrière elle. Et Constance saurait. Elle saurait qu'elle pouvait déplacer David et Line Marshall où elle voulait. Au fond de la salle, sur le parking, entièrement hors du tableau, et personne ne dirait un mot. Chaque Thanksgiving après celui-ci, chaque Noël, chaque anniversaire de petit enfant, David et Lynn seraient toujours à la table 14. Les gens qui ne correspondaient pas tout à fait, ceux que l'on place près de l'entrée de service, pour que les invités importants n'aient pas à les regarder. Je pensais aux mains de mon père. 35 ans de tuyaux en cuivre et de pâte à joint. Il pouvait refaire une salle de bain en une journée. Il avait économisé 6 mois pour s'acheter ce costume. Je pensais à la robe de ma mère. Elle l'avait cousue elle-même, modifiée à partir d'une ancienne, ajouté de la dentelle aux manches, remplacé la fermeture éclair. Je l'avais regardé travailler dessus pendant 3 week-ends, penché sur la machine à coudre dans la chambre d'amis, des épingles entre les lèvres, plissant les yeux vers la canette. Ces gens m'avaient nourrie, élevée, conduite à l'école à travers les tempêtes de neige, et quelqu'un avait décidé qu'il devait être assis à côté d'une poubelle. Je suis allée chercher Gauthier. Je pensais qu'il arrangerait les choses. Je pensais qu'il serait en colère pour moi. J'avais tort. Pour la 2e fois de la journée, j'ai trouvé Gauthier dans la suite des garçons d'honneur. Il se tenait devant un miroir, en pied, ajustant ses boutons de manchette. En argent monogrammé, un cadeau de Constance. Qui a déplacé mes parents de la table d'honneur?
Il ne leva pas les yeux du miroir. Maman a réorganisé certaines choses ce matin. Ce n'est pas grave. Pas grave? Ils n'ont pas de place, Gauthier. La table 14 a des places. La table 14 est à côté de la cuisine, à côté de la poubelle. Il soupira. Le genre de soupir que l'on pousse quand on pense que vous êtes difficile. Florence, nous avons 200 invités dehors. Ne pouvons-nous pas faire ça plus tard? Quand alors? Après le dîner, après qu'ils y auront déjà été assis pendant 3 heures? Il se détourna du miroir. Son visage était calme, patient. Le visage d'un homme qui s'était entraîné à paraître raisonnable tout en disant des choses déraisonnables. Maman a ses raisons. Les Henderson et les Porter sont assis à la table 1. Ils sont importants. Plus importants que mes parents? Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Il s'approcha de moi, posa sa main sur mon bras. Doux, répétait. Chérie, tu es stressée. C'est le jour de ton mariage. Passons le dîner et je parlerai à maman demain. Demain? C'était toujours la réponse. Demain après les fiançailles. Demain après la fête prénuptiale. Demain après le mariage. Demain ne venait jamais. Je cherchais quelque chose sur son visage. De la colère, de la culpabilité, de la surprise. Tout ce qui pourrait me dire qu'il n'était pas au courant avant cet instant. Il n'y avait rien. Aucune surprise. Aucune indignation. Il savait depuis le matin, peut-être plus longtemps. Il savait que Constance avait déplacé mes parents au fond de la salle, et il s'était habillé, avait ajusté ses boutons de manchette et vérifié ses cheveux dans le miroir. Je suis sortie sans un mot de plus. Il me restait encore une porte à ouvrir. En revenant par le couloir, je me suis arrêtée à la table d'accueil près de l'entrée. Une pile de programmes imprimés, sur papier cartonné ivoire, avec des lettres dorées, était rangée soigneusement à côté du livre d'or. J'en ai pris un et l'ai ouvert. Page 2, avec amour et gratitude à nos familles. Sous ce titre, une liste. Richard et Constance Whitfield, Gérald et Lydia Whitfield, Thomas Whitfield, la fondation de la famille Whitfield. 4 lignes, toutes des Whitfield. J'ai retourné la carte, vérifié le dos, vérifié à l'intérieur du pli. David et Lyne Marshall n'étaient nulle part. Dans la version originale, celle que j'avais approuvée 3 semaines auparavant, mes parents figuraient en premier. Avec le plus profond amour à David et Lyne Marshall, dont les sacrifices ont rendu tout cela possible. J'avais écrit ces mots moi-même. Constance avait vu les preuves. Elle n'avait pas objecté. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Elle avait juste attendu le matin du mariage et avait demandé à Diane de les réimprimer. Les noms de mes parents effacés, non seulement de la table, mais des registres. J'ai trouvé Margot près de la chambre des demoiselles d'honneur, en train de retoucher son rouge à lèvres. Un seul regard à mon visage, et elle le posa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. La table, le programme, la réaction de Gauthier, tout. 30 secondes, sans pause. Margot ne sia pas. Elle ne haleta pas, ne dit pas « Oh mon Dieu !» ni ne me dit de me calmer. Elle ferma juste le capuchon de son rouge à lèvres, le mit dans sa pochette et me regarda. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas encore. »« D'accord, de quoi as-tu besoin de ma part ?»« Reste près de moi. »« Je suis là, Flo. Je suis juste là. »« Je te l'avais bien dit. » Elle ne l'a pas dit. Margot m'avait prévenu à propos des Whitfield 6 mois auparavant. Doucement, une seule fois, puis plus jamais. Elle respectait mes choix, même ceux avec lesquels elle n'était pas d'accord. C'est pourquoi je lui faisais confiance plus qu'à quiconque dans ce bâtiment. Je ne savais toujours pas ce que j'allais faire, mais je savais que la prochaine chose que j'allais entendre déciderait de tout. Je suis retournée vers la suite des garçons d'honneur. Je n'espionnais pas. J'allais essayer une dernière fois de me tenir devant Gauthier et de lui dire « Arrange ça » ou « Je n'entre pas dans cette salle ». La porte était entr'ouverte, de 3 ou 4 centimètres, peut-être. Assez pour tout entendre. La voix de Constance d'abord,
basse, maîtrisée, comme toujours quand elle était la plus dangereuse. Gauthier regarde son père. Ce costume date de 2005. Et sa mère? Mon Dieu, a-t-elle cousu cette robe elle-même? Ils ont l'air pauvres. Tu ne peux pas les faire asseoir à la table d'honneur. Nos invités vont penser... Je sais, maman. Les Henderson sont juste là. Monsieur Porter et sa femme. Ce sont les gens qui comptent, Gauthier. Pas, je suis désolée, mais pas un plombier et une dame de cantine. Tu as raison. Les Marshalls sont très bien à l'arrière. C'est plus approprié. Une pause, puis Constance, plus doucement. Tu aurais dû m'écouter dès le début. Elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici. J'ai pressé ma main contre le mur. Le couloir a vacillé. J'ai entendu mon propre pouls dans mes oreilles. Fort, lent, comme une porte que l'on verrouille de l'intérieur. Mon père, l'homme qui avait passé 35 ans à genoux sous des éviers de cuisine, qui avait 2 mauvais genoux et un seul bon costume, qui conduisait 4 heures aller-retour chaque week-end pour me rendre visite à l'université, parce qu'il pensait que la nourriture du réfectoire n'était pas suffisante. Un plombier et une dame de cantine. C'est comme ça qu'il l'avait appelé. C'est comme ça qu'il l'avait appelé. Et l'homme avec qui j'étais censée passer ma vie avait dit « Tu as raison ». Il y a des phrases qu'on ne peut pas désentendre. Celle-là n'en faisait pas partie. Je me suis reculée de la porte. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose s'était figé en moi, comme le moment aux urgences juste avant un code. Quand le bruit s'arrête et que tout devient clair. J'ai poussé la porte. Constance s'est tournée la première. Son visage s'est figé une demi-seconde, peut-être moins, puis s'est recomposé en ce sourire. Celui qui ressemblait à de l'hospitalité mais qui donnait l'impression d'un portail verrouillé. « Florence, ma chérie, tu es magnifique. » J'ai tout entendu. La mâchoire de Gauthier s'est crispée. « Entendu quoi? Nous étions juste... » Papa a l'air pauvre. Maman a cousu sa robe. Ils n'ont pas leur place à la table d'honneur. J'ai soutenu son regard. Quelle partie ai-je mal comprise? Constance s'est avancée, les mains jointes, dans sa posture de présidente. Florence, ce n'est qu'un plan de table. Nous essayons de nous assurer... Vous avez traité mon père de plombier comme si c'était une insulte. Vous avez traité ma mère de dame de cantine comme si elle devait en avoir honte. Je ne voulais pas. Et toi? J'ai regardé Gauthier. Tu as dit qu'ils étaient très bien à l'arrière, que c'était plus approprié. La voix de Gauthier s'est adoucie, lisse, calme, la voix qu'il utilisait lors des réunions avec les clients quand une affaire tournait mal. Tu es émotive en ce moment, Florence. C'est le jour de ton mariage. Respirons un instant. Et je respire, Gauthier. Je n'ai jamais été aussi lucide. Constance a jeté un coup d'œil à son fils. Un regard rapide et perçant. Le genre qui disait « Gère ça ». Gauthier a réessayé. « Chérie, allons. Ne gâchons pas. » Je ne gâche rien du tout. Tu l'as déjà fait. Je me suis retournée et je suis sortie. Le couloir était silencieux. 18 mètres de parquet poli entre moi et la salle de réception. Derrière moi, j'ai entendu Constance siffler quelque chose à Gauthier, trop bas pour que je puisse le saisir. Ses pas ne m'ont pas suivi. Il n'est pas venu après moi. Et c'était la dernière réponse dont j'avais besoin. J'ai marché droit vers la salle de réception, mais je ne suis pas entrée. Pas encore. Je suis allée trouver les seules personnes dans ce bâtiment qui ne m'avaient jamais, pas une seule fois, fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Margot m'attendait exactement là où je l'avais laissée, appuyée contre le mur à l'extérieur de la chambre des demoiselles d'honneur, les bras croisés, surveillant le couloir comme une sentinelle. « Raconte-moi », a-t-elle dit. Je lui ai raconté mot pour mot. La voix de Constance, l'accord de Gauthier, le plombier et la dame de cantine. Margot est restée silencieuse pendant 5 secondes. Puis, « À quoi penses-tu » ? Je pense que je ne peux pas apposer ma signature à ça. Elle a hoché la tête une fois. Pas de drame, pas de halètement, juste l'expression concentrée qu'elle affichait dans les salles d'audience. D'accord ? Alors voici ce que tu dois savoir. Elle a baissé la voix. La cérémonie est terminée, mais l'acte de mariage,
Tu ne l'as pas encore signé. Diane l'a. Le plan était de faire la signature après le dîner, tu te souviens? À la table des mariés pendant le dessert. Je m'en suis souvenu. Constance avait insisté pour en faire un moment. Les mariés signant devant les invités comme une performance. Donc, légalement, tu n'es pas marié. La cérémonie était symbolique jusqu'à ce que ce papier soit signé, attesté et déposé auprès du comté. Pas de signature, pas de mariage, pas besoin d'annulation, pas de divorce, rien. J'ai laissé cela s'imprégner. Les paroles de l'officiant, les vœux, les alliances, rien de tout cela n'était encore contraignant. La seule chose qui importait était une signature sur un morceau de papier, posé dans le porte-document en cuir de Diane. Combien de temps ai-je? Tant que tu ne signes pas. Mais Fondine, une fois que tu seras entrée là-dedans, une fois que les toasts commenceront, une fois que Diane sortira cette licence, la pression de signer devant 200 personnes sera énorme. Je sais. Alors, quoi que tu décides de faire, il faut que tu te décides avant de t'asseoir. Elle posa sa main sur mon bras. Ferme, stable. Je suis ton avocate et ta meilleure amie. Dans cet ordre ce soir, quoi que tu choisisses, je serai à tes côtés. J'ai trouvé mes parents à la table 14. Papa était assis droit, les mains à plat sur les genoux, comme il s'asseyait toujours lorsqu'il était mal à l'aise, mais trop fier pour le montrer. Sa veste de costume était boutonnée, sa cravate était droite. Il avait ciré ses chaussures ce matin-là. Je pouvais le dire à ce lustre terne que donnait le cirage de supermarché, appliqué avec un chiffon de cuisine. Maman était assise à côté de lui, lissant un pli dans sa robe. Elle l'avait retouché elle-même, resserré la taille, ajouté de la dentelle aux manches, remplacé la fermeture éclair. 3 week-ends de travail. Je l'avais vue penchée sur la machine à coudre dans la chambre d'amis, des épingles entre les lèvres, plissant les yeux vers la canette. Un serveur poussa la porte de la cuisine derrière eux. Elle s'ouvrit avec un claquement, laissant échapper un souffle de chaleur et le cliquetis d'assiettes empilées. Maman tressaillit. Papa ne bougea pas. « Salut, ma chérie !» Papa sourit en me voyant. « Tu es magnifique. »« Papa, je suis tellement désolée pour… » « Non, fit-il en levant une main. Je peux m'asseoir n'importe où, ma petite. C'est ton jour. C'est le jour de notre famille. » Il me regarda longuement. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus calme. De la compréhension peut-être, comme s'il savait déjà ce que je n'avais pas encore dit. J'ai pensé aux 12 000 $ qui se trouvaient sur le compte du traiteur. Mes parents l'avaient économisé pendant 15 ans. Un peu chaque mois, grâce à une pension de plombier et au salaire d'une employée de cantine. Cela couvrait l'acompte du traiteur, chaque assiette, chaque verre de vin, chaque dessert que 200 invités mangeraient ce soir. Sans ces 12 000 $, il n'y aurait pas de dîner. Et Constance avait placé les personnes qui payaient la nourriture à côté de l'endroit où les poubelles sortaient. « Restez ici, dis-je. Vous deux, je reviens tout de suite. » Maman tendit la main vers la mienne. « Fondine, ne fais pas d'histoire à cause de nous. » « Je ne fais pas d'histoire, maman. Je les termine. » Les portes de la réception s'ouvrirent. 200 invités entrèrent, guidés par l'ensemble à cordes jouant le canon de Pachelbel comme une berceuse pour gens riches. Je les observais depuis le bord de la salle, tandis qu'ils trouvaient leur place. Le côté Whitfield s'installa aux tables de devant avec l'aisance de ceux qui s'asseyaient toujours au premier rang. Le côté Marshall se dirigea vers l'arrière, vérifiant les marque-places, tirant des chaises qui ne s'accordaient pas tout à fait. Le maître de cérémonie, Derek, le frère de fraternité de Gauthier, s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, accueillons les familles de nos magnifiques mariés. » Il fit un geste vers la table 1. La famille Whitfield. 9 personnes se levèrent. Constance rayonnait. Richard fit un signe de main modeste. Gérald et Lydie trinquèrent. Applaudissements. Derek marqua une pause, jeta un coup d'œil à sa carte, puis continua. Et maintenant, levons nos verres à l'amour. Aucune mention des Marshall, pas un mot. De l'autre côté de la salle, je vis l'infirmière Patricia, mon infirmière chef,
La femme qui m'avait formée aux urgences se dirigeait vers la table 14 avec une assiette d'amuse-gueule. Elle s'arrêta, regarda les chaises pliantes, regarda la porte de la cuisine, regarda mon père. Elle posa l'assiette et vint directement vers moi. Fondine. Sa voix était basse, contrôlée, le même ton qu'elle utilisait lorsqu'un patient était en arrêt cardiaque. Pourquoi tes parents sont-ils assis à côté de l'entrée de service? Je m'en occupe, Pat. Cet homme a refait la plomberie de ma maison pour moitié prix quand mes tuyaux ont éclaté en janvier. Il n'a même pas voulu de pourboire. Je sais. Alors pourquoi est-il assis à côté d'une poubelle au mariage de sa fille? À la table 1, Monsieur Henderson, Jacques Henderson, le plus grand partenaire de développement de Richard, se pencha vers sa femme et lui dit quelque chose à voix basse. Elle regarda par-dessus son épaule vers le fond de la salle, puis le regarda de nouveau, fronçant les sourcils. Les gens commençaient à remarquer. Les failles commençaient à apparaître. Le premier plat fut servi. Une bisque de courge butternut dans des bols en porcelaine blanche. Les 12 000 $ de mes parents, servis en assiette et garnis de jeunes pousses. Constance quitta la table 1 et se dirigea vers le bar, son amie Viviane à ses côtés. Leur chemin les mena directement devant la table 14. J'étais debout près du buffet de dessert, à environ 6 mètres, assez près pour voir, assez près pour entendre. Ma mère ajustait la dentelle de sa manche gauche. La couture s'était défaite, 7,6 cm de fil pendait du poignet. Elle essayait de le dissimuler discrètement, avec la concentration de quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Constance s'arrêta, regarda la manche de maman, puis se tourna vers Viviane. Que Dieu la bénisse, quelqu'un aurait dû lui acheter une robe décente. Elle sirota son champagne. Mais je suppose qu'il faut connaître sa place. Elle le dit comme elle disait tout, avec un sourire et à un volume techniquement privé, mais parfaitement calculé pour porter. Les mains de ma mère s'immobilisèrent. Elle cessa de tripoter sa manche. Ses yeux se posèrent sur la table. Mon père glissa sa main sous la nappe et lui prit la sienne. Il ne dit rien. Il la tint. C'est tout. J'avais vu des patients rendre l'âme. J'avais tenu un enfant dans mes bras pendant qu'un médecin annonçait un diagnostic fatal à sa mère. J'avais vu des choses aux urgences qui empêcheraient la plupart des gens de dormir pendant des semaines. Mais voir mon père, David Marshall, l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, assis là, encaisser le mépris de cette femme, tout en tenant la main de ma mère sous une table pliante, à côté d'une poubelle. Ce fut la pire chose que j'ai jamais vue, car, pour la première fois de ma vie, je le vis honteux. Non pas de lui-même, mais de la situation, d'être placé là où il ne méritait pas d'être et de ne pas pouvoir y remédier. J'en avais assez, complètement et irréversiblement. Je traversai la salle, attrapai le bras de Gauthier au bord de la piste de danse et le tirai derrière une colonne où la table la plus proche ne pouvait pas nous entendre. Quand ta mère vient d'humilier la mienne devant les invités, à l'instant même. Qu'a-t-elle dit? Il faut connaître sa place. Quelqu'un aurait dû lui acheter une robe décente. Gauthier passa la main dans ses cheveux. Fanny, maman dit des choses qu'elle ne pense pas. Elle pense chaque syllabe, et tu le sais. Pouvons-nous, s'il te plaît, juste finir le dîner? Va là-bas. Dis à ta mère de s'excuser tout de suite. Il me regarda. Puis il regarda à travers la salle. Constance riant avec Viviane au bar. À la table, une où les Henderson étaient assis. L'ensemble à cordes jouant quelque chose de doux et de coûteux. Il regarda tout cela. Puis il me regarda de nouveau. Je ne vais pas faire de scandale, Fanny. 200 personnes nous regardent. Puis il murmura. Je me fiche de la manière dont tu t'y prends. Fais-le, c'est tout. Il redressa sa veste, prit une inspiration et prononça la phrase qui mit fin à notre histoire. Tes parents iront bien. Ils sont solides. Contentons-nous de passer cette soirée. Il se retourna et retourna à la table 1, s'asseyant sur sa chaise dorée. Constance se pencha et lui tapota le bras. Il saisit son verre de vin. Je restai seule derrière la colonne. Le quatuor à cordes passa à un morceau de Vivaldi.
Des serveurs passaient en glissant avec des plateaux de saumon poêlé. Mon saumon à 12 000 $. 200 personnes riaient et entrechoquaient leurs verres dans une salle où mes parents n'avaient pas de place digne de ce nom. Gauthier avait choisi. Il avait choisi la table. Il avait choisi la salle. Il avait choisi sa mère. Maintenant, c'était mon tour. Je me dirigeai droit vers la table 14 et m'assis. Pas sur la chaise qui m'était assignée à la table des mariés, pas à côté du marié, entre mes parents. Maman me regarda, confuse. Chérie, tu devrais être devant. Ma famille est ici, alors je suis ici. Mon père étudia mon visage. Il me connaissait depuis 29 ans. Il savait quand j'étais sur le point de faire quelque chose. Fanny, sa voix était basse, prudente, ne fais rien à cause de nous. Je ne fais pas ça pour vous, papa, je fais ça pour moi. Je regardais à travers la salle vers la table des demoiselles d'honneur. Margot me regardait déjà. Je croisai son regard et lui fis un seul signe de tête. Elle me rendit le signe. Puis, elle glissa la main sous la table, saisit sa pochette et se leva. Je pris une inspiration, puis une autre. Puis, je repoussai ma chaise et me levai. Le trajet de la table 14 à l'estrade était peut-être de 18 mètres. Cela me prit environ 30 secondes. Mes talons claquaient, sur le parquet poli, un rythme sec et régulier, comme un métronome qui décompte. Quelques têtes se tournèrent, puis d'autres. Les conversations ne s'éteignirent pas d'un coup. Elles s'estompèrent, table par table, comme des ondulations qui reculent. Au moment où j'atteignis l'estrade, la salle était presque silencieuse. Derek, le maître de cérémonie, était au milieu d'une phrase, racontant une anecdote sur les années d'université de Gauthier. Il me vit monter et hésita. « Oh, la mariée ?» Tout le monde. Quelques applaudissements épars. Je lui pris le microphone des mains. Il le lâcha sans résistance. Son visage était figé quelque part entre la confusion et un sourire. Je regardais la salle. 200 visages, des verres en cristal, des nappes blanches, des marque-places dorées. Constance à la table 1, champagne à la main, Gauthier à ses côtés, Richard fixant son assiette. Mes parents derrière moi. La table 14, la dernière table. De l'autre côté de la salle, Constance se pencha vers Gauthier. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ajustai le microphone et je leur dis « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. » Ma voix sortit des haut-parleurs, claire et posée. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais passé 7 ans aux urgences. Je savais comment rester stable quand tout s'effondrait. Je sais que vous êtes venus célébrer un mariage, et je vous dois la vérité sur ce qui se passe dans cette salle. Le dernier murmure s'éteignit. 200 personnes restèrent immobiles. J'entendais la glace se déposer dans le verre de quelqu'un à la table 6. La plupart d'entre vous me connaissent comme la fiancée de Gauthier. Mais avant cela, et après ce soir, je suis la fille de David et Lynn Marshall. Je pointais du doigt le fond de la salle. Mes parents sont assis à la table 14. J'aimerais que tout le monde regarde la table 14 un instant. Toutes les têtes se tournèrent. 200 pères Dieu balayèrent le coin du fond, passèrent devant le bar, devant le buffet de dessert, devant la porte de la cuisine, et trouvèrent David et Lynn Marshall assis à une table pliante entre un chariot de service et une poubelle. Je regardais les réactions se propager dans la salle comme une onde. La confusion d'abord, puis la reconnaissance, et enfin le lent resserrement des visages à mesure que les gens comprenaient ce qu'ils voyaient. Jean Anderson posa sa fourchette. Son épouse, Carole, porta la main à sa bouche. L'infirmière Patricia, debout près du mur, ferma les yeux et secoua la tête une fois. À la table 1, le sourire de Constance se figea en quelque chose de céramique. Sa main serrait le pied de sa flûte à champagne. Gauthier était assis à ses côtés, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur moi. « Il y a 12 heures, poursuivis-je. Mes parents étaient assis à cette table, la table 1, juste ici devant.
là où les familles des mariés sont censées s'asseoir. C'était le plan de table que j'avais approuvé. Je laissais la phrase faire son chemin. Ce matin, cela a changé. Ce matin, quelqu'un est entré dans cette salle et a remplacé chaque marque-place à la table d'honneur. Mes parents ont été déplacés et réaffectés à la dernière place de la salle, à côté de la cuisine, à côté de l'entrée de service, à côté des poubelles. Je fis une pause. Je laissai la salle l'assimiler. Cette personne était Constance Whitfield. Toutes les têtes à la table se tournèrent vers elle. Constance resta parfaitement immobile, le menton levé, mais la couleur avait quitté son visage. Ses doigts sur la flûte à champagne devinrent blancs. Richard baissa les yeux vers la nappe. Il ne bougea pas. Quand j'ai confronté mon fiancé, quand je lui ai dit ce que sa mère avait fait, il m'a dit de ne pas faire de scène. Je gardais ma voix égale et factuelle, comme si je lisais un dossier à voix haute pendant une tournée. Et quand je l'ai entendu parler à sa mère en privé, il a dit, et ce sont ses mots exacts: les Marshall sont très bien à l'arrière. Les Henderson et les Porter sont plus importants. Jean Henderson recula de la table. Pas de manière dramatique, juste assez pour créer une distance entre lui et les Whitfield. Son épouse fixa Gauthier avec une expression que je reconnaissais des urgences. Le regard que les gens ont quand ils réalisent qu'ils se tenaient à côté de quelque chose de dangereux. Gauthier se leva. Fondine, ce n'est pas... Tu déformes les choses. Assieds-toi, Gauthier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as eu ta chance de défendre ma famille. Tu as choisi de ne pas le faire. Il resta debout 3 secondes de plus. Puis, Constance lui tira la manche et il se laissa retomber sur sa chaise. La salle était si silencieuse que j'entendais la porte de la cuisine grincer sur ses gonds. Ma tante Grace, assise à la table 11, posa ses mains à plat sur la table et murmura: « Dis-leur, ma chérie. Laissez-moi vous parler des personnes qui ont été déplacées à la table 14. » Je me tournai légèrement, juste assez pour voir mon père du coin de l'œil. Il était assis droit, les mains sur la table, les yeux fixés sur moi. Mon père, David Marshall, a réparé des tuyaux pendant 35 ans. Il a 2 mauvais genoux et un seul bon costume, celui qu'il porte en ce moment. Il a économisé 6 mois pour l'acheter. Une femme à la table 9 pressa une serviette sur ses yeux. Ma mère, Lynn Marshall, sert le déjeuner à 400 enfants chaque jour d'école à l'école primaire de Millfield. Elle connaît chaque enfant par son nom. Elle sait qui est allergique aux cacahuètes, qui ne peut pas consommer de produits laitiers et qui vient à l'école le ventre vide. Ces enfants-là reçoivent toujours un supplément. Je me retournai pour faire face aux tables de devant. Mes parents ont mis 12 000 $ pour ce mariage. Ils les ont économisés pendant 15 ans. Cet argent a couvert la compte du traiteur. Je laissai le calcul s'installer dans la salle. Les gens regardaient leurs assiettes, leur verre de vin, le saumon poêlé et le velouté de courge. Chaque assiette que vous mangez ce soir, mes parents l'ont payée. Puis je regardais directement Constance. Et vous les avez mis à côté des poubelles. La salle se fractura, des halètements, une inspiration brusque de la table 3. Viviane, l'amie de Constance, posa son verre et mit 6 places entre elle et la femme avec qui elle riait 20 minutes plus tôt. Du fond de la salle, un homme que je ne reconnaissais pas, quelqu'un du côté de Millfield, se leva. Puis l'infirmière Patricia, puis ma tante Grace. Ils ne dirent rien. Ils se tenaient juste là, comme des témoins. Constance ouvrit la bouche pour parler. Rien n'en sortit. Gauthier fixa son assiette. Richard Whitfield n'avait toujours pas bougé. Je suis venue ici aujourd'hui pour commencer un mariage, un partenariat, une vie bâtie sur le respect mutuel. Ma voix ne se brisa pas. Je ne le permettrai pas. Pas ici. Pas devant elle. Mais je ne peux pas apposer ma signature à un mariage où ma famille est traitée comme une gêne. Je n'élèverai pas d'enfants qui apprendront que l'amour signifie cacher d'où l'on vient. Je levai la main et détachai mon voile. Je le pliai 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je le posai soigneusement sur le bord de la Seine, comme ma mère m'avait appris à plier les choses avec soin, même quand on les lâche.
Aux invités de Millfield, merci d'être venus jusqu'ici. Merci d'avoir célébré avec ma famille. Nous rentrons à la maison. Je regardais Constance une dernière fois. Ô Whitfield, je vous souhaite sincèrement le meilleur, mais je mérite mieux qu'un homme qui reste silencieux pendant que sa mère traite mon père de pauvre. Et mes parents méritent mieux que la table 14. Je posai le microphone sur le support avec douceur. Pas de coups, pas de chute, juste posé comme on dépose un outil quand le travail est terminé. Je descendis de la scène et me dirigeai vers le fond de la salle, mes talons claquant à nouveau sur le parquet, ce même rythme régulier, sur 18 mètres. Cette fois, personne ne couvrit ce bruit de sa voix. Mon père se leva quand je l'atteignis. Ma mère pleurait, des larmes silencieuses, celles qu'elle essayait toujours de cacher. Je les serrai tous les deux dans mes bras, là, entre les chaises pliantes et la porte de la cuisine. Margot apparut avec mon manteau et mon sac. Elle avait déjà appelé une voiture. Nous sortîmes, tous les quatre, passant devant le buffet de dessert, devant le quatuor à cordes qui avait cessé de jouer, devant 200 visages silencieux. Derrière nous, j'entendis la voix de Constance, cassante et forte. Elle a perdu la tête, et Gauthier qui m'appelait « Fondine, Fondine, attends ». Je n'attendis pas. La porte se referma derrière nous, et le dernier son que j'entendis fut ma propre respiration. Alors, que s'est-il passé après mon départ? C'est là que la véritable histoire commence. Cette nuit-là, je m'assis à la table de la cuisine, chez mes parents. La même table sur laquelle j'avais fait mes devoirs depuis la 3e année de primaire. Son plateau en formica, ses pieds chromés, un éclat dans un coin dû à la fois où j'avais laissé tomber une poêle en fonte au lycée. Ma mère prépara du café. Mon père s'assit en face de moi et ne dit rien, ce qui était sa manière de tout dire. À 9h15, Margot appela. La licence de mariage est toujours non signée. J'ai confirmé avec Diane. Elle a le document original. Il n'a jamais été signé, jamais attesté, jamais déposé. Donc, légalement, vous n'avez jamais été mariés. Pas une seule seconde. Aucune annulation requise, aucune procédure de divorce, rien. Vous vous en êtes tiré sans encombre. J'expirais. Un nœud dans ma poitrine se desserra. Il y a plus, dit Margot. Selon la loi de l'Ohio, puisque vous avez cohabité, il pourrait essayer de réclamer des biens communs. Mais votre bail est à votre nom, et vos comptes bancaires sont séparés. Vous êtes en position de force. D'accord, encore une chose. Il a appelé 17 appels manqués de Gauthier, 3 de Constance, 1 de Richard. Bloque les 3. C'est déjà fait. Après que Margot eut raccroché, je restai assise dans la cuisine pendant un long moment. Mon père était allé se coucher. Ma mère lavait les tasses, à café. Même si le lave-vaisselle était vide, elle lavait toujours les choses à la main quand elle était inquiète. Mon téléphone était silencieux maintenant. Plus d'appels, plus de messages alternants entre « Bébé, je suis désolée. Tu as humilié ma famille. Et tu vas le regretter. » Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais besoin qu'il se soit levé 6 heures plus tôt et qu'il ait dit « C'est la famille de ma femme. Remettez-les à leur place. » Il ne l'avait pas fait. Et je ne pouvais pas effacer ce que j'avais entendu. Ma mère sécha la dernière tasse, la rangea dans le placard et m'embrassa le sommet de la tête en allant se coucher. « Je suis fière de toi, dit-elle. Ton père aussi. Il n'est juste pas doué pour le dire. » 2 semaines plus tard, je vomis dans la salle de bain à 7 heures du matin, puis de nouveau à midi et encore à 16 heures. J'achetai un test à la pharmacie CVS sur la route 9, celle où la pharmacienne, Gaëlle, me connaissait depuis mes 6 ans. Elle regarda la boîte, me regarda, ne dit pas un mot, se contenta de l'enregistrer et me tendit le sac. Positif. 2 lignes roses, nettes et indubitables, sur le carrelage de la salle de bain de la maison de mes parents. Je m'assis sur le carrelage et pleurai. Pas comme je m'y serais attendue si cela devait arriver, avec joie, surprise ou cette gratitude à couper le souffle que les gens décrivent dans les vidéos d'annonces de grossesse. Je pleurais parce que ma vie venait de devenir 10 fois plus compliquée. Et j'étais assise sur un sol dont les joints étaient toujours ceux que mon père avait posés en 1998.
J'allais être mère, et le père était un homme que j'avais quitté devant 200 personnes. La question vint rapidement. Dire à Gauthier? La réponse vint plus vite encore. Oui, cet enfant avait le droit de connaître ses deux parents. Mais lui dire ne signifiait pas revenir en arrière. Cela ne signifiait pas douter de ma décision. Cela ne signifiait pas échanger ma dignité contre un arrangement de coparentalité enveloppé dans l'argent des Whitfield. Ma mère me trouva 1 heure plus tard. Elle entra pour prendre des serviettes, vit le test sur le comptoir et s'immobilisa. Puis, elle s'assit sur le sol à côté de moi. Carrelage froid, mauvais genou. Elle ne posa pas de questions. Elle passa juste son bras autour de moi et me serra. « Tu n'es pas seule, dit-elle. Tu n'as jamais été seule. Je sais, maman. Ton père va devenir fou, dans le bon sens du terme. » J'ai failli rire. Tout était plus difficile maintenant. Mais plus difficile ne signifiait pas faux. Et seul ne signifiait pas vaincu. Pas quand j'avais une mère qui s'asseyait sur le sol d'une salle de bain sans qu'on le lui demande. J'informai Gauthier par courriel. Margot relut chaque mot avant que je ne l'envoie. 3 phrases. Professionnel et définitif. Je suis enceinte. Je garde le bébé. Si tu veux des droits parentaux, toute communication passera par un conseiller juridique. Sa réponse vint par vagues. Le premier courriel. Reviens à la maison, Fondine. Nous élèverons ce bébé ensemble. Nous pouvons arranger ça. Le second, 4 heures plus tard. Ma famille se battra pour la garde. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Le troisième, à minuit. Tu es en train de faire la plus grande erreur de ta vie. 3 courriels, 3 hommes différents suppliants, menaçants, prédisant la ruine, tous de la même personne qui n'avait pas pu tenir tête à sa mère à propos d'un plan de table. Puis Constance appela. Elle avait obtenu un nouveau numéro. Le mien était bloqué. Alors elle essaya la ligne fixe de la maison. Mon père répondit. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Monsieur Marshall », dit Constance, sa voix parfaitement mesurée. « J'espère que vous comprenez que cet enfant est un Whitfield. Nous avons les meilleurs avocats du comté. » Mon père me regarda. J'acquiesçai. « Madame Whitfield ?» dit-il. « Ma fille a une avocate. Parlez-lui, pas à moi. » Il raccrocha, posa le téléphone délicatement et retourna à son café. Cette semaine-là, Margot me mit en contact avec sa collègue, Hannah Wells, une avocate spécialisée en droit de la famille de Columbus. Hannah fut directe. Les tribunaux de l'Ohio favorisent le parent principal. Vous avez un emploi stable, un soutien familial et aucun antécédent d'instabilité. L'argent de sa famille n'est pas un argument juridique. Je déposai les documents, tout par les voies appropriées, pas d'appel téléphonique, pas de confrontation, pas de négociation émotionnelle, juste des documents, des délais et des limites. Constance avait dit qu'ils avaient les meilleurs avocats du comté. Peut-être que c'était le cas, mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une femme qui avait cessé d'avoir peur d'elle un samedi de juin. Les répercussions furent discrètes. Pas d'explosion, pas de gros titres, juste l'érosion lente et constante de tout ce sur quoi les Whitfield avaient bâti leur réputation. Jim Henderson appela Richard le lundi suivant. Je n'entendis pas la conversation directement. Je l'entendis plus tard indirectement par Margot, qui l'avait entendu d'Anna, qui l'avait entendu d'une parajuriste dont le mari jouait au golf avec Henderson. Richard, j'ai réfléchi au projet immobilier d'Oakidge. Je ne suis pas à l'aise de poursuivre. Jim, qu'est-ce qu'un mariage a à voir avec une affaire commerciale? Si c'est ainsi que votre famille traite les personnes les plus proches de vous, je dois réfléchir à la façon dont vous traiteriez un partenaire lorsque les choses deviennent difficiles. Henderson se retira du projet Oakidge, un développement à usage mixte évalué, selon les estimations locales, à plus de 300 000 $ pour la seule part de Henderson. Richard dut trouver un nouvel investisseur. Le projet fut bloqué pendant 8 mois. 3 semaines après le mariage, le conseil d'administration de la Fondation Espoir se réunit à huis clos. Constance avait présidé leur gala annuel pendant 6 ans. Elle avait collecté plus de fonds que n'importe quel président précédent, mais le conseil avait reçu des appels,
des donateurs posant des questions, des membres mal à l'aise avec l'image. Constance ne fut pas renvoyée. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans la société des petites villes. Elle fut invitée à prendre du recul, à se concentrer sur sa famille. Le gala eut lieu en septembre sans son nom au programme. Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je tiens à être claire à ce sujet. Je n'ai jamais appelé Henderson. Je n'ai jamais contacté la fondation. Je n'ai jamais publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais raconté à personne en dehors de Margot et de mes parents ce qui s'était passé dans ce couloir. Je n'en avais pas besoin. 200 personnes avaient vu Constance Whitfield placer un plombier et une cantinière à côté des poubelles. Et 200 personnes étaient rentrées chez elle et en avaient parlé. Les conséquences ne s'annoncent pas toujours au micro. Parfois, elles arrivent avec un coup de téléphone un lundi matin. 1 mois après le mariage, Gauthier se présenta chez mes parents. J'étais à l'étage. J'entendis frapper. Puis la porte moustiquaire grincer. Puis la voix de mon père. « Gauthier. Monsieur Marshall. Je suis venu m'excuser. J'espérais parler à Fondine. Elle vous a dit de passer par les avocats. Je sais ce qu'elle a dit, mais je veux le dire en personne. J'aurais dû gérer les choses différemment. J'aurais dû défendre votre famille. » Par la fenêtre, je pouvais les voir. Mon père sur le porche, les bras le long du corps. Gauthier sur l'allée d'entrée, un pas en contrebas, levant les yeux. « Vous auriez dû, » dit mon père. « Puis-je la voir » 5 minutes. Mon père ne bougea pas, ne déplaça pas son poids, ne croisa pas les bras. Il resta simplement là, remplissant l'embrasure de la porte de la même manière qu'il l'avait fait à chaque porte de ma vie. Solide, présent, inébranlable. Ma fille a été claire. Si vous voulez faire partie de la vie de cet enfant, Anna Wells a les documents. C'est la voie à suivre. Le visage de Gauthier se crispa. Le vernis de patience se fissura juste une seconde et quelque chose de brut apparut. Non pas du remords, mais de la frustration. La frustration d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait et qui ne comprenait pas pourquoi le scénario avait changé. « Vous allez le regretter, » dit-il. « Ma famille ne laissera pas passer ça. » Mon père le regarda un long moment. Puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je n'empêche personne d'entrer, mon fils. Je tiens la porte. » Il recula à l'intérieur et la referma. Pas un claquement, un clic. Le son discret et définitif d'un loquet qui se met en place. Je regardais depuis la fenêtre de l'étage Gauthier se tenir sur l'allée, fixant la porte fermée. Puis il monta dans sa voiture et s'éloigna. Mon père ne mentionna jamais la visite. Ce soir-là, au dîner, il me passa les pommes de terre et me demanda comment se passait la clinique. 5 mois. C'est le temps qu'il fallut pour bâtir une nouvelle vie à partir des morceaux de l'ancienne. Je trouvai un appartement à 3 pâtés de maison de chez mes parents. Un appartement d'une chambre, au 2e étage, pour 850 par mois. La moquette était beige. La cuisine n'avait qu'un seul comptoir. Le ventilateur de la salle de bain faisait un bruit de décollage d'hélicoptère. C'était chez moi. Maman est venue le premier jour avec un mètre ruban. À la fin de la semaine, elle avait cousu des rideaux pour chaque fenêtre, du Vichy bleu pour la cuisine, du coton blanc pour la chambre et de la flanelle jaune pour la pièce, qui deviendrait la chambre de bébé. Papa est arrivé avec sa boîte à outils un samedi matin, a réparé le robinet qui fuyait dans la cuisine, a remplacé le pommeau de douche et a renforcé la tringle de l'armoire. Ensuite, il a passé 3 heures dans la chambre de bébé à construire une étagère avec du bois de récupération provenant de la démolition d'une grange dans le comté de Fairfield. Il a sculpté une petite rainure le long du bord supérieur. Pas de nom encore, juste une encoche où il y en aurait un. J'ai réduit mon temps de travail à la clinique pendant le dernier trimestre. Mon infirmière en chef, Patricia, a réorganisé le planning sans que je le demande. « Tu m'as remplacé pendant ma chirurgie de la hanche », a-t-elle dit. Ce n'est rien. Je ne vais pas idéaliser la situation. Il y a eu des nuits où je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré. Non pas parce que je regrettais d'être partie. Je n'ai jamais regretté cela.
mais parce que porter un enfant seul est difficile d'une manière à laquelle personne ne vous prépare. Les crampes à 2 heures du matin sans personne pour vous apporter de l'eau. Les échographies où le technicien demande « Le papa nous rejoint-il ?» La fête prénatale que ma mère a organisée dans le salon, où la seule chaise vide était celle qui aurait été la sienne. J'ai choisi cela. Je le choisirai à nouveau. Mais choisir ce qui est juste ne le rend pas facile. La maternité en solo n'est pas une punition, mais ce n'est pas non plus des vacances. C'est juste la vie. Et je la vivais. Élise Marie Marchal est venue au monde un mardi à 6h14 du matin. 3,230 kg, 10 doigts, des yeux marrons. Un cri qui a secoué la salle d'accouchement. Marchal. Je lui ai donné mon nom, le nom de mes parents, le nom d'un plombier et d'une employée de cafétéria qui n'ont jamais fait sentir à leur fille qu'elle n'était pas à la hauteur. Papa l'a tenue en premier, après moi, après les infirmières. Ses mains rugueuses la berçaient comme si elle était faite de verre soufflé. Il n'a rien dit pendant 1 minute entière, il est resté debout à la fenêtre, la lumière du matin sur son visage, et ce bébé dans ses bras, respirant. Maman a pris des photos, 47 d'entre elles. J'ai compté plus tard. 2 semaines après la naissance d'Élise, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse d'expéditeur, mais le papier était épais. Le genre que l'on achète dans une boutique spécialisée, pas dans une pharmacie. J'ai reconnu l'écriture des cartes de vœux des Whitfield que Gareth me montrait autrefois. Richard Whitfield. Je l'ai ouverte, debout devant le comptoir de la cuisine. Élise dormait dans le berceau à 1 mètre de là. « Fonda, je te dois des excuses », disait la lettre. Non pas pour ce que ma femme et mon fils ont fait, mais pour ce que je n'ai pas fait. J'étais dans la pièce. J'ai vu le plan de table changer. J'ai entendu la conversation et je n'ai rien dit. Ce silence est de ma faute, et je le porterai. Je n'attends pas de pardon, et je ne demande pas d'accès à ma petite fille. Mais s'il y a un jour où tu le permets, je te serai reconnaissant. Je l'ai lu 2 fois, l'ai plié et l'ai rangé dans le tiroir de la table de nuit, à côté du bracelet d'hôpital d'Élise. Je n'ai pas répondu. Ni ce jour-là, ni ce mois-là. Peut-être que Richard était sincère. Peut-être que c'était une stratégie. Je ne savais pas. Et j'en avais fini de prendre des décisions basées sur l'espoir. Cette fois, je laisserai le temps répondre. Pas mes vœux pieux. 1 an plus tard, Élise a 13 mois. Elle a mes yeux et la mâchoire de son père, et un rire qui ressemble à un hoquet diffusé par un minuscule haut-parleur. Je suis de retour à temps plein à la clinique. Le mois dernier, ils m'ont promu chef d'équipe. Cela s'accompagnait d'une augmentation de 2 $ et d'un jeu de clés pour le placard de fourniture. Je n'ai jamais été aussi fière d'un jeu de clés de ma vie. L'appartement a toujours sa moquette beige et un seul comptoir de cuisine. Mais les murs sont maintenant couverts. Des photos d'Élise au champ de citrouilles. Élise avec les lunettes de lecture de papa sur la tête. Élise étalant de la patate douce sur le tablier de maman. L'étagère que papa a construite contient 32 livres pour enfants et une photo encadrée de mes parents le jour de leur mariage, en 1991, debout devant l'église de la rue Maple. L'accord de garde a été officialisé par le tribunal de la famille en octobre. Gareth a 2 week-ends par mois. Il vient chercher Élise à 9 heures, la ramène à 17 heures, toujours à l'heure. Je dois lui accorder cela. Constance ne fait pas partie de l'arrangement. Non pas parce que je l'ai bannie, mais parce que j'ai posé une condition. Toute visite avec la famille élargie nécessite ma présence ou la supervision de mes parents. Constance a appelé cela une insulte. J'ai appelé cela une limite. Elle n'a pas rencontré Élise. Non pas parce que la porte est verrouillée, mais parce qu'elle ne veut pas la franchir selon les conditions de quelqu'un d'autre que les siennes. Gareth et moi communiquons via une application de coparentalité. Des messages courts, des heures de prise en charge, des rendez-vous chez le médecin, pas de bavardage, pas de dispute, juste de la logistique. Il est différent les jours de remise. Plus silencieux. Il tient Élise un peu plus longtemps avant de me la rendre. Une fois, je l'ai vu sentir le sommet de sa tête et fermer les yeux. Et quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Non pas pour lui,
mais pour la version de lui qui aurait pu exister s'il avait été assez courageux pour choisir différemment un samedi de juin. Le dîner du dimanche à la maison Marshall, à 18 heures, comme chaque semaine depuis mon retour. La table est celle de mon enfance. Un plateau en formica, des pieds chromés, cette ébréchure dans le coin, 6 chaises. Et pas une seule ne correspond à l'autre. Celle de papa est une chaise à bascule en bois qu'il a restaurée après l'avoir trouvée dans un vide-grenier. Celle de maman a un coussin qu'elle a crocheté en 2004. La mienne est une chaise pliante du garage, le bon modèle, avec une assise rembourrée. Il n'y a pas de marque-place, pas de sous-assiette, pas de quatuor à cordes. Maman a préparé son poulet frit, la recette que Constance avait retirée du menu du mariage. De la purée de pommes de terre faite maison, du maïs en épis parce qu'Élise aime le tenir, même si elle n'a pas assez de dents pour le manger. Margot est là, ainsi que son petit ami Thomas, qu'elle a rencontré au palais de justice le printemps dernier. Patricia est venue aussi. Elle apporte une tarte tous les dimanches maintenant et prétend que c'est parce qu'elle en fait trop. Personne ne la croit. Personne ne s'en soucie. Élise est sur les genoux de papa, attrapant ses lunettes. Il la laisse faire. Il la laisse toujours faire. Tu sais, lui dit-il, doucement et à voix basse, comme s'il partageait un secret. Ton grand-père réparait les tuyaux pour toute cette ville. Maintenant, je ne répare que des choses pour toi. Elle jette une cuillère par terre. Tout le monde rit. Je regarde autour de la table. Le plafonnier bourdonne un peu. Papa dit qu'il le réparera la semaine prochaine. Le papier peint dans le couloir se décolle au niveau du joint. Il y a un courant d'air de la porte arrière que maman couvre avec une serviette roulée de novembre à mars. Pas de champagne, pas de cristal, pas de salle à 85 000 $, mais chaque personne à cette table a choisi d'être ici. Chaque personne a sa place, et personne n'est assis à côté des ordures. C'est ma table 1. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous apprendre quoi que ce soit. La situation de chacun est différente. Le point de rupture de chacun est différent. Et je ne connais pas votre table 14, mais si vous êtes assis à l'une d'elles en ce moment, s'il y a une pièce dans votre vie où vous êtes toujours à l'arrière, toujours près de la porte, toujours fait pour vous sentir reconnaissant de la chaise, au lieu de demander pourquoi elle est à côté des poubelles. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous pouvez vous lever. Vous n'avez pas besoin d'un microphone. Vous n'avez pas besoin de 200 témoins. Vous n'avez pas besoin d'un avocat dans le couloir ou d'un père bloquant la porte. Vous avez juste besoin de savoir au plus profond de vous, au-delà du doute, au-delà de la culpabilité, au-delà de la voix qui dit « Ne fais pas d'histoire », que les gens que vous aimez méritent mieux. Et si la personne que vous avez choisie est d'accord quand quelqu'un traite votre famille de pauvre, cette personne ne vous a pas choisi, vous. Elle a choisi la commodité. Elle a choisi le confort. Elle a choisi la version la plus facile de l'amour, celle qui ne demande pas de courage. Ce n'est pas de l'amour. C'est un plan de table. Je m'appelle Fondine Marshall. J'ai 30 ans maintenant. Je suis infirmière, mère, chef d'équipe et la fille de Dave et Linda Marshall. Je vis dans un appartement d'une chambre avec de la moquette beige et une étagère que mon père a construite avec du bois de grange. Ma fille rit comme un hoquet, jette des cuillères par terre et ne s'est jamais assise à une table où elle n'avait pas sa place. Et je n'ai jamais été aussi fière de mes origines. C'était mon histoire. Maintenant, je veux entendre la vôtre. Si vous avez déjà dû défendre votre famille, tapez « Table 1 » dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai pris la bonne décision ou la mauvaise, dites-le moi. Je veux savoir. Et auriez-vous répondu à la lettre de Richard? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse moi-même.